Je vais me présenter très brièvement. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Laurent Perron, j'ai créé le cabinet Voxia qui est basé à Angers. C'est du conseil et de la formation en communication. Et pour mémoriser ce que je fais, vous pouvez utiliser l'image du feu de signalisation de routier avec 3 activités. C'est la slide d'après. Alors, d'abord, à gauche, on va voir, donc, quand tout va bien, on travaille sur l'image, plutôt l'oral, la prise de parole en public, le média training, les écrits, les réseaux sociaux. J'anime des conférences également, business ou scientifiques. J'accompagne aussi les changements, les gros changements des entreprises, fusion-acquisition, restructuration, changement de dirigeants, transformation digitale, ou alors et également donc tout ce qui sont ces gros changements structurants avec les RH sur le plan de la communication, comme interne et ou externe. Et puis, dernière chose qui nous occupe aujourd'hui, gestion et communication de crise, depuis l'analyse des risques jusqu'à la mise en place de processus, comment on s'organise si on avait une crise, comment on communique avec des méthodes, et c'est sous forme de conseils, en préventif ou de formation. Et également, il m'arrive de faire le pompier, c'est-à-dire que les gens m'appellent quand ils sont dans une situation de crise, et ils m'appellent à la rescousse. Voilà. Alors, les 2 derniers volets, c'est ce qu'on appelle la communication sensible, et en gestion de crise, en accompagnement du changement. Pourquoi on appelle ça communication sensible? C'est que ça se joue au mot près. C'est-à-dire, en un mot, on peut finalement retomber du mauvais côté et commencer à avoir beaucoup de questions, et c'est dur à rattraper après. Alors, la notion de crise, qu'est-ce que c'est qu'une crise? En fait, c'est une notion qui n'est pas du tout évidente. Elle n'est pas évidente, cette notion. On va voir qu'il y a des types de crises très variés, mais de dire à partir de ce moment-là, je suis en crise, n'est pas du tout évident. Ça dépend de l'analyse de la situation qu'on fait, et ça dépend par exemple du caractère du dirigeant. Si vous êtes un caractère plutôt optimiste, un départ de feu, ils ont fait une formation extincteur, vos salariés, vous dites c'est bon. Quelqu'un qui est de caractère plus inquiet ou pessimiste va dire non, on est déjà en situation de crise. Donc, ce n'est pas une science exacte. Donc, le fait de dire là, on est en crise, alors il y a des fois, certaines situations, c'est assez évident, une explosion, un incendie, en conséquence, c'est le cas. Sur du social, par exemple, c'est plus compliqué de dire à partir de quand on est en crise. Oui. Voilà, je vous donne 2 exemples sur l'eau. À gauche, est-ce qu'on est en crise? À droite, est-ce qu'on l'est? À gauche, peut-être pas. Si je vois la fuite d'eau au début, je vais prendre les actions correctives. Je vais resserrer la tuyauterie, je vais changer un joint. Par contre, si je suis absent 15 jours en vacances et que c'est le premier jour, je vais peut-être avoir un souci, un gros dégât des eaux. À droite, il y a moins de doute. Une digue qui cède, cas d'inondation, pour vous rappeler la Faute-sur-Mer, pour ceux qui connaissent en Vendée, une catastrophe majeure ayant entraîné la mort de plus de 25 personnes. Donc voilà, donc dire quand on est en crise, parfois est un peu compliqué. Alors quand on parle de crise, c'est vraiment quand on est sur des mises en danger. Mise en danger de personnes, c'est évidemment la priorité, sécuriser les personnes, c'est le cas dans les crises industrielles par exemple, mise en danger des biens, une usine, un siège social, une institution, son image, on peut penser à différentes institutions ou même entreprises en termes d'image, je pense à Renault, il y a eu le FMI à un moment donné, donc on peut avoir un problème d'image, et souvent on est sur des intérêts vitaux. C'est-à-dire que quand l'issue elle va avoir un caractère décisif pour la structure, il y a des entreprises qui ne se sont pas remises de crise. Je pense à l'entreprise Panguero, par exemple, sur les lasagnes de bœuf qui étaient en fait du cheval, ne s'est pas remise du mensonge, c'est un problème de qualité produit. Parfois, ce sont plusieurs facteurs de risque qui sont réunis. Parfois, c'est un seul facteur. Et l'impact, il peut être sur l'image, la réputation. C'est le cas du Dieselgate pour Volkswagen, donc très gros impact sur l'image. Par contre, si vous êtes tout à fait honnête, Volkswagen n'a jamais vendu autant de voitures, même depuis le Dieselgate. Par contre, il y a eu des pertes matérielles énormes en indemnisation, en procès, en changement dans les usines, donc des pertes financières énormes. On pense de suite à l'image, mais dans le cas de Dieselgate, c'est surtout des pertes financières. Et on a vu, parfois, la viabilité de l'entreprise est en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on fait de la gestion de crise et de la communication de crise? On va essayer de limiter l'impact. L'impact sur l'entreprise de façon très cohérente sur la dispo des produits, sur l'image, comment on va communiquer, le cours de l'action pour les financiers. On va travailler là-dessus. Et puis, l'autre sujet, c'est comment on va faire pour faciliter le rebond. Aussi aujourd'hui, c'est-à-dire comment je me prépare à l'après-crise. Alors, on a beaucoup entendu parler du plan de continuité d'activité ou du plan de reprise d'activité.
et c'est des choses qui peuvent s'anticiper. Hein? Alors, quand on parle de quel type de crise, on va passer pas mal de photos. Ça peut être une crise de type industriel, hein, la photo d'après. Donc, la crise industrielle, c'est un incendie, ça va être une explosion. Hein, donc voilà, on a vu le cas, Lubrizol à Rouen récemment, hein, vous l'avez eu. Ça peut être une crise informatique. Donc ça, c'est un phishing, hacking, ransomware, voilà, vol de données sur des serveurs. Quand on habite à Angers, aujourd'hui, je pense que l'équipe de M. Béchu comprend très bien ce que ça veut dire. Il y a eu une attaque, hein, et c'est le risque qui s'est le plus développé depuis un an, en lien notamment avec le télétravail. Donc, crise environnementale, donc ça peut être, on va avoir des exemples tout à l'heure, pollution de l'eau, hein, par exemple les sociétés pétrolières avec leurs plateformes, le transport maritime fait partie de ces entreprises qui peuvent avoir des risques environnementaux. Catastrophe naturelle, hein, on l'a vu avec le tsunami, Fukushima, à l'origine c'est un tremblement de terre, hein, qui a fait une vague énorme et qui a conduit à la crise sur la centrale de Fukushima, par exemple. Le terrorisme, qui est un risque qui n'est pas à négliger. J'ai eu à intervenir une fois pour une entreprise dont l'un des salariés tenait des propos salafistes sur Facebook, par exemple. Le transport, soit c'est votre activité principale, compagnie aérienne, par exemple, SNCF, ou alors le transport de vos produits. Et là, il y a un message très fort. Ce n'est pas parce que c'est votre transporteur que c'est la crise que du transporteur. Nous sommes solidaires, c'est-à-dire que si le camion tombe comme là, provoque un suraccident et que vos produits sont visibles, ce n'est pas que le problème du transporteur, c'est aussi votre problème. De la même façon avec ses fournisseurs. Hein. Ici, qualité produit, le Dieselgate, on en a parlé, Samsung avec le téléphone qui fumait, si vous en souvenez. Voilà, un problème de qualité produit. Crise sanitaire, avant le Covid, hein, puisque là on a un très bel exemple, c'est la crise qu'on a appelée la crise dite du concombre espagnol, hein, d'il y a quelques années. Crise financière, hein, selon qu'on est exposé, donc en ce moment on le voit sur certains secteurs d'activité, on peut penser aux stations de ski par exemple, hein, avec les annonces, les confirmations de fermeture. Ça peut être aussi une exposition dans des pays, Brésil, Amérique latine, où il y a des très forts risques financiers. Dernière crise, c'est la crise. Votre attention là-dessus. Je trouve qu'en France, on n'est pas toujours très bien équipé pour les gérer et aussi pour les anticiper. Il y a parfois des crises sociales qu'on peut voir arriver, si on est un peu honnête dans son analyse, si on écoute les signaux faibles, certaines d'entre elles auraient pu être évitées. Alors, on peut avoir deux dynamiques dans la crise. Hein. Soit c'est une crise qui est très rapide, qui a très forte intensité, qu'on va peut-être oublier rapidement, donc l'impact est sur un temps limité. Ça va être le cas, par exemple, sur des problèmes de serveurs. Alors, pas forcément du hacking qui dure un peu plus longtemps, mais je pense à des opérateurs téléphoniques qui ont les serveurs qui peuvent être en problème pendant quelques heures. Une explosion, le pic de la crise va s'arrêter assez rapidement. Donc, c'est un moment qui est compliqué à passer, mais finalement, par exemple, sur le plan médiatique, ça va durer peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'on zappe. Parce que les médias passent d'une info à l'autre. Donc, c'est un mauvais moment à passer. Hein. Vous voyez la pression médiatique sur la courbe à gauche. Par contre, vous avez des crises qui durent beaucoup plus longtemps. Le Covid, Volkswagen. Et là, on a une intensité qui peut être croissante. On est plus dans une énergie d'un marathonien. Et l'impact peut être durable. Ça dure longtemps, ça imprègne plus profondément dans notre cerveau et notre mémoire. C'est-à-dire que ça va nous marquer plus longtemps. Et donc, on les gère très différemment. L'univers de la gestion de crise et de la communication de crise s'apparente à deux univers. Le secourisme, par exemple, tout ce qui est le processus d'alerte. Comment j'alerte s'il y a un problème ? Alors, quand on est au siège social, souvent, l'alerte, ce n'est pas un problème. Le problème va être quand c'est un commercial sur le terrain, quand c'est une usine qui est loin du siège. Comment on va alerter ? Qui je dois appeler ? Quelles questions je dois poser ? Et là, ça s'apparente au 15 quand on appelle, hein, avec, par exemple, les humains et les soins. C'est également un univers qui est très proche de l'univers militaire. Quand on est au cœur de la crise, on est plutôt dans une logique de type commando, où les rôles sont clairs et ont été souvent définis avant. C'est-à-dire, on a dit dans la cellule de crise, il y a cette fonction, et c'est monsieur A ou monsieur B ou monsieur C qui va la tenir. Hein. Les décisions, pareil, sont décider rapidement et il y a une logique de solidarité. On est vraiment une équipe soudée. Alors, vous l'avez compris, en communication de crise, c'est quoi ? Ça va être une course contre le temps. Souvent, aujourd'hui, les crises, elles démarrent par les réseaux sociaux.
même pour des crises sociales, des crises industrielles. J'ai travaillé avec un industriel de la chimie en Suisse. Il y avait un incendie. Il n'était pas encore en salle de cellule de crise qu'il y avait déjà des tweets qui tournaient en se demandant ce qui se passait avec la fumée et des photos. Donc, ce sont vraiment les réseaux sociaux qui donnent souvent le tempo de la dernière crise. Alors, quelques messages, hein. Ça commence par les réseaux sociaux. L'étape d'après, c'est les 60 premières minutes. Dans les 60 minutes qui suivent, vous pouvez avoir un journaliste BFM ou une dépêche AFP. Donc, en gros, mon message, c'est qu'en communication de crise, pour un gros problème, par exemple industriel, social vraiment conséquent, vous avez 60 minutes pour vous préparer à la première communication. Et après, info, on continue, BFM, comme je vous le disais, puis les médias plus classiques. Ce qui va être important, ça va être ce pic médiatique. Hein, donc, est-ce qu'on va parler de nous? Et après, est-ce que ça dure dans le temps? Ce qu'on appelle l'effet de traîne. Et ça, on va le surveiller hein, dans les médias classiques et sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà, je vous donne un exemple sur 4 heures. Qu'est-ce qui peut se passer hein, sur une crise très rapide? Vous allez donner l'alerte. La cellule de crise va se mettre en place, elle est activée, chacun sait ce qu'il a à faire, vous prenez des décisions. Mais en 4 heures, il aura fallu prendre la parole dans les médias, à minimum un communiqué de presse, peut-être une conférence de presse. Vous aurez eu à gérer les réseaux sociaux avec du buzz et vous aurez à gérer les parties prenantes. On va le voir tout à l'heure. Et souvent, vous allez le voir, on oublie des parties prenantes. On va oublier d'interagir avec des personnes. Et donc, il y a tout ce volet communication hein, interne, très important, et externe. Tout ça en 4 heures. Vous voyez, le chronomètre est lancé. 60 minutes pour le premier communiqué de presse. 4 heures, on a déjà tout un cycle hein, qui s'est passé. Donc, vous voyez aussi implicitement que la gestion à distance de la crise est compliquée. Hein, il faut être au plus près de l'action. Ce qui est compliqué aussi, c'est que si vous avez, par exemple, un problème sur un de vos produits, qui pourrait même être un problème industriel, vous manquez de pièces pour un de vos produits, et donc vous êtes en pénurie sur ce produit. Vos clients appellent, sont très mécontents. Vous êtes à gauche, vous avez mis en place une cellule de crise liée à ce produit, hein, on l'a vu tout de suite, disponible à 100%, temps accéléré, décision rapide, mais les clients des autres produits, eux, ce n'est pas leur problème, le fait que vous soyez en crise. Et donc, il faut qu'eux continuent à recevoir les autres produits. Donc, ce qu'on voit et ce qui est compliqué parfois à vivre, c'est qu'on a dans la même entreprise 2 choses différentes. La cellule de crise, mode commando, bunker à gauche, et à droite, le quotidien qui continue, avec la livraison des clients sur les autres produits, par exemple. Donc, on a 2 organisations en parallèle. Une chose très importante quand on s'exprime en gestion de crise, c'est est-ce qu'on a des précédents? Comme diraient les jeunes, est-ce qu'on a du dossier? Eh bien, c'est très important parce qu'on pourrait faire le parallèle avec la justice. Si vous avez, on peut considérer que c'est une récidive. Et donc, l'intensité va être plus élevée. Ce que vous allez dire va peut-être être moins cru. Voilà le cas de Lafarge, une crise environnementale septembre 2020. Des photos qui apparaissent, des bétonnières Lafarge, vous ne le voyez pas, mais le logo est bien clair, avec de l'eau de rinçage et des résidus de béton qui sont jetés dans la Seine. À Paris, hein, Paris intramuros. Donc, forcément, c'est vu, ça sort dans les médias. Je suis la direction de Lafarge, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, Fabien, tu ferais quoi? Tu dirais que c'est de la faute du chauffeur? Bah oui. Ça ne peut pas être Lafarge. Je me dédouane, donc c'est la faute du chauffeur. Le chauffeur a pris cette initiative très malheureuse et nous en sommes désolés. Et donc, on va remédier à ça au plus vite. OK, c'est ce qu'ils ont fait. On va voir la slide d'après. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont même dit que c'était un incident exceptionnel, mauvais chauffeur. Ils ont même dit que ça pouvait être un acte de malveillance, mal intentionné parce qu'il n'avait pas eu sa prime, par exemple, je ne sais pas. Mais ce qui les a desservis, c'est ce qui est à droite. C'est-à-dire qu'en regardant dans les réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, dès le mois de juin, il y avait déjà des photos qui circulaient à d'autres endroits de Paris avec d'autres chauffeurs et des rejets similaires. Donc vous voyez bien que la prise de parole de Lafarge sur Europe 1 va être complètement inaudible. C'est-à-dire que vous nous dites c'est un accident exceptionnel, c'est le chauffeur. À droite, vous avez la preuve que c'était sans doute un système, qu'il y avait eu des instructions pour nettoyer et jeter les déchets dans la Seine. Donc la parole de Lafarge va être prise en défaut. Donc si vous avez du dossier, il faut savoir le dossier dont vous disposez et être prêt à répondre à ça. Et donc la façon dont vous communiquez sur le nouveau problème, vous devez tenir compte du fait que vous avez déjà eu des précédents. Et si on va au bout de l'histoire sur Lafarge, si vous en souvenez,
Cette entreprise peut être challengée puisqu'ils avaient déjà été mis en cause en Syrie, où ils avaient payé des terroristes de Daesh pour laisser passer leurs camions de ciment à partir de leur cimenterie basée en Syrie. Donc vous voyez qu'il y a finalement pas mal de précédents. Deuxième chose très importante, de l'importance de la bonne information. Communiquer au plus vite. Le silence n'est plus une option en communication de crise. Si vous ne communiquez pas, les salariés vont peut-être le faire pour vous, les gens qui passent devant l'usine vont peut-être le faire pour vous, d'anciens salariés vont peut-être le faire pour vous. Je considère que le silence n'est plus une option. Un des gros problèmes de l'incendie de Lubrizol, c'est que Lubrizol a mis 10 jours à dire ce qu'il y avait dans le stock qui brûlait. Donc pendant 10 jours, les habitants de la métropole de Rouen se sont posés des questions, ont eu les pires craintes. Certaines fondées, certaines infondées. Et donc pendant 10 jours, la rumeur s'est développée, vous avez eu 3 ministres qui sont venus, et finalement le gouvernement a dit on fera un suivi épidémiologique de tous les Rouennais pendant 20 ans, ce qui est quelque chose d'inédit, parce que la bonne info n'avait pas été fournie dès les premiers jours. Conséquence de ça, tous les sites Seveso doivent maintenant avoir un état des stocks à la minute près. Donc un audit aujourd'hui d'un site comme ça, on vous demande sortez-moi le stock de vos produits par classe de risque. Une autre notion importante, vous êtes rationnel, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes très rationnel. Bon, ça concerne que peu de personnes. Attention à l'importance des symboles. J'ai mis une photo d'un très beau bébé à gauche. Si on prend le cas de Lactalis, de vous à moi, il y a eu contamination, maladie, diarrhée de 35 bébés en France. Aucun n'a été gravement malade, aucun n'est mort. Ça a occupé les médias pendant 1 mois et demi. À droite, vous l'avez entendu dans l'agriculture, on parle souvent de la mort des abeilles. L'abeille est vraiment quelque chose de très symbolique. Mon message, c'est qu'en gestion de crise, il ne faut pas être que rationnel. Il ne faut pas regarder que les chiffres. C'est un petit problème, ça ne concerne que quelques personnes. Non. Il faut voir la perception que pourrait en avoir le grand public. Les parties prenantes, ces fameuses parties prenantes, il y en a beaucoup, et souvent en gestion de crise, on en oublie. Bien évidemment l'interne, les clients, ceux qui sont concernés par le produit ou pas, la communauté financière, les actionnaires s'ils s'inquiètent, les fournisseurs. Je prends l'exemple d'un problème industriel, vous avez un incendie sur votre usine, et vous avez des camions qui doivent amener des marchandises dans la matinée. Il faut appeler vos transporteurs pour faire en sorte que les camions qui doivent arriver dans 1 heure soient stoppés sur une aire d'autoroute avant, pour ne pas créer de suraccident. Surveillez vos concurrents. Est-ce que vos concurrents profitent du fait que vous êtes en faiblesse pour essayer de faire du business plus ou moins éthique, c'est-à-dire vous enfoncer encore plus? Est-ce que vous avez prévenu les autorités professionnelles? Est-ce que vous avez prévenu la préfecture? La préfecture sera informée sur un incendie par les pompiers, mais de façon proactive, vous avez intérêt à appeler la préfecture avant. Le politique, le maire de la commune, de la communauté de communes, le député maire s'il est influent. Les médias, qu'est-ce que je fais avec les médias? Et ce qu'on appelle la société civile, vous pouvez avoir des associations de voisins qui contestent votre activité. Ah, donc vous voyez, vous avez ce travail d'analyse des parties prenantes à faire et de savoir avec qui je vais interagir, et il y a un ordre. Hein. Voilà. Par exemple, il faut appeler les politiques avant les médias. Parce que si vous êtes sur la commune d'Angers, un sujet grave, c'est évident qu'il faut appeler le cabinet de Christophe Béchu, parce que si vous ne l'avez pas prévenu et qu'il découvre par les médias, vous voyez bien que sa prise de parole peut être très différente. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un défi quand vous êtes en gestion de crise. C'est-à-dire qu'en même temps, on va le voir sur la slide suivante, vous devez à gauche gérer ce qu'on appelle l'intervention. On va les lancer un incendie, on va appeler des camions si c'est un problème avec la station d'épuration pour enlever les déchets, on va gérer avec les syndicats, et en même temps à droite, il y a tout l'aspect communication. Et donc, il y a 2 organisations qui se mettent en place en parallèle, l'intervention à gauche, et pour les dirigeants d'entreprise, ce n'est pas toujours évident de faire complètement confiance à gauche sur l'intervention, et quand on est dirigeant, il va falloir se concentrer plutôt sur la partie à droite qui va être la partie communication, puisque en tant que dirigeant, vous allez être le porte-parole. Donc c'est vous qui allez porter les messages, donc autant que vous soyez impliqué dans l'élaboration des messages.
Alors, la communication de crise, comment elle se compose? Première chose, c'est quand est-ce qu'on va communiquer? Hein, j'ai eu à gérer un cas de cyberattaque avec une base de données clients qui avait été touchée. Est-ce que j'informe les clients? Quand j'informe les clients? Donc là, dans le cas d'une cyberattaque, souvent, vous avez des équipes techniques qui viennent voir l'ampleur des dégâts. Et donc, tout le défi qu'on a eu, ça s'est passé en décembre, a été de voir finalement au gré des investigations des spécialistes, est-ce que tout le monde avait été touché ou est-ce qu'ils pouvaient identifier clairement quelles données avaient été volées ou pas. Et donc, s'il n'y a qu'une partie de la base de données et on est sûr qu'il a été touché, on va informer que la partie de la base de données qui a été touchée. Quel support on va utiliser? On utilise 3 types de supports, des éléments de langage qui sont des phrases, des listes à points sur un document type Word ou PowerPoint qui incluent notamment les mots-clés qu'on va mettre en gras. Et ces éléments de langage vont être repris à la fois dans le communiqué de presse, ils vont être repris par le directeur quand il va appeler le maire, par le spécialiste qui va appeler, une autre personne qui va appeler peut-être la préfecture. En fait, on va tous dire la même histoire. Et là, j'ai pas trop le temps, mais il y a des fois, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. Donc, on se met d'accord sur ce qu'on dit et on dit la même chose. Une notion qui est très importante que je vous ai pas dit tout à l'heure, quand je dis on dit, pour l'interne et l'externe, on dit la même chose au mot près. Pourquoi? Parce que un mail qui part à 50 salariés va à l'extérieur. Donc, vos concurrents, un journaliste peut le recevoir. Plus vous donnez d'infos à vos salariés, plus ils peuvent être tentés de répondre à un média, un journaliste qu'ils connaîtraient. Donc, vous leur rendez service en ne leur donnant pas plus d'infos que l'externe. Un jeu de questions-réponses pour les dossiers, pour les sujets sensibles, ceux auxquels j'aurais peut-être à répondre. À partir des éléments de langage, vous faites le communiqué de presse, qui est très rédigé, très formalisé, signé, avec un contact, et vous avez des chances d'être appelé. Et puis, une fiche d'identité, les journalistes vous demanderont la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, l'ancienneté. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez l'anticiper. Enfin, c'est pareil. Les autres sujets sont plus durs à anticiper, mais ça, vous pouvez l'anticiper. Est-ce qu'au niveau timing, on est bien? Eh bien, Laurent, c'est ce que j'ai dit, il nous reste 3-4 minutes. Eh bien, on va aller à l'essentiel. Qui, quoi ou quand, c'est ça le plus important à dire. Au début, on ne sait pas pourquoi, comment, donc on le garde pour plus tard. Qui, quoi ou quand. Voilà ce que vous avez à dire. Et restez là-dessus. Un exemple, quand je dis que ça se joue au mot près, le cas de Lactalis, dernière phrase, nous indemniserons toutes les familles qui ont subi un préjudice. Manque de précision. On ne dit pas les 35 familles qui ont subi un préjudice. Vous avez un préjudice qu'on appelle d'anxiété. Toutes les mamans potentielles de bébés peuvent potentiellement attaquer Lactalis. Et dans cette phrase, vous le voyez, peuvent être indemnisés par Lactalis. Les réseaux sociaux, je vais passer très vite, c'est un temps accéléré, vous le savez mieux que moi. Donc, il faut le prendre en compte. Mon message, il est simple sur les réseaux sociaux. Soit vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, vous savez comment ça fonctionne, vous êtes légitime pour le faire, et vous utilisez vos comptes. Si vous n'avez pas l'usage des réseaux sociaux, je vous déconseille de vous y mettre à chaud pendant une crise. C'est vraiment quelque chose qui a un fonctionnement particulier, il faut avoir une légitimité, il faut avoir peut-être un community manager, il faut savoir gérer ça. Donc, en matière de réseaux sociaux, n'y allez que si vous y êtes préparé avant, si vous y êtes déjà. Sinon, n'y allez pas pour une crise. Ça n'a pas de sens. Hein, voilà, vous les connaissez mieux que moi, les réseaux sociaux. Il y en a un sur lequel je veux passer 20 secondes, c'est Twitter. Twitter est le réseau social des journalistes. Donc, ça vaut le coup, si vous avez un compte Twitter, c'est un moyen de toucher les journalistes. Logique multicanal, donc vous envoyez le même message sur les réseaux sociaux, le même message sur le communiqué de presse, le même message au maire quand j'appelle, le même message à l'interne, même message sur tous les canaux. Réseaux sociaux, vous pouvez renvoyer vers le site internet et sur le site internet, vous pouvez par exemple avoir une vidéo de 2-3 minutes du dirigeant qui permet de développer le message. Donc, la difficulté sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un fonctionnement particulier. Il n'y a pas de hiérarchie de l'info. Donc, je vous ai dit, si vous y allez, il faut être réactif. Il faut être préparé, puisqu'il faut déléguer. Il ne faut pas demander aux dirigeants, il ne faut pas faire trop d'allers-retours, il faut répondre vite. Donc, si vous n'êtes pas prêt et préparé, il ne faut pas le faire. Je vous montre juste après.
Même des entreprises bien outillées comme Disneyland se sont fait piéger par les réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps de détailler, mais eux-mêmes ont eu à subir. Voilà, dans le cas d'une catastrophe aérienne, ce qui circule, si j'ose dire, pendant que vous êtes dans la crise. On va forcément regarder si l'avion avait été contrôlé, s'il y avait un problème avec le pilote, pardon. Hein, donc, vous aurez forcément ces questions, dernière chose. Et là, dans ce cas-là, ils ont utilisé les réseaux sociaux comme unique canal au début pour donner le numéro de téléphone des familles. Il reste 2 slides. Vous avez communiqué, vous avez fait un communiqué de presse, vous avez informé l'interne. Après la crise, dans la majorité des cas, il faut continuer de communiquer, expliquer ce que vous avez mis en place après la crise pour pas que ça se reproduise, expliquer l'issue, peut-être avec des familles de consommateurs, expliquer les causes parfois, qui peuvent l'expliquer, et expliquer finalement ce que vous avez fait après pour rassurer ou réassurer vos clients, vos parties prenantes. Voilà. Laurent, on switch? On switch. Alors, merci pour votre attention. Très très rapidement, avant les questions-réponses, donc pour aller plus loin, sachez qu'il existe un baromètre de la maîtrise de la reprise par rapport à la situation actuelle créé par la Chambre de professionnels du conseil. Sur le site de la CESTI, vous avez également donc un flash diag, mais de toute façon, ces diapos vous seront envoyés et donc vous avez un lien hypertexte sur ces deux outils. Il y a aussi possibilité de développer des échanges individuels, que ce soit avec Laurent, avec moi, ou en tout cas avec les deux institutions. Vous irez qui aura lieu le 19 février, qui s'intitule « Les opportunités des marchés publics » avec le témoignage donc d'un responsable achat de collectivité qui nous donnera des conseils pour réussir sa réponse aux appels d'offres. Voilà. Voilà les contacts. Je rafficherai en toute fin la slide contact, mais encore une fois, vous aurez de toute façon les diapos. Donc, je vous propose maintenant ce temps d'échange.